Ok, alors aujourd'hui, on se penche sur un nom qui commence sérieusement à circuler, surtout du côté du Paris Saint-Germain. Ibrahim Baye. On parle d'un joueur très très jeune, né en 2008, et qui vient tout juste de signer son premier contrat professionnel, à 16 ans à peine. Passé. Ce qui est frappant d'emblée, c'est de le voir déjà là, présent dans le groupe pro d'un club aussi énorme. Oui, c'est assez remarquable. Notre exploration du jour, elle va donc se concentrer sur lui. Qui est vraiment Ibrahim Baye? Comment on explique une ascension aussi rapide? Et puis, la grande question, quel avenir international pour lui? Surtout quand on sait ses origines sénégalaises et marocaines. Pour ça, on va essayer d'analyser un peu en profondeur les infos qu'on a sur ce jeune ailier très prometteur. C'est ça. L'objectif, il est clair, hein? On veut aller un peu au-delà des faits bruts, comprendre le joueur, son contexte, les dynamiques autour de lui, décortiquer son parcours, cerner les enjeux liés à ses racines multiples et évaluer ce que son choix de sélection, s'il se fait, pourrait signifier pour lui et pour les fédérations. Bref, essayer de saisir un peu la portée du phénomène Baye. Exactement. Alors, pour commencer, posons les bases. Qui est Ibrahim Baye? Né le 24 janvier 2008 à Traps, dans les Yvelines. Oui, Un détail qui a son importance. Père d'origine sénégalaise, mère d'origine marocaine. Et actuellement, il a la nationalité française. c'est ça. Sur le terrain, c'est un ailier. Il peut jouer à droite, à gauche, un profil offensif, clairement. Et ça, cette configuration de nationalités multiples, c'est devenu presque la norme, j'allais dire. En tout cas, c'est très fréquent dans le football de haut niveau aujourd'hui. Ah oui. Oui, pour beaucoup de jeunes talents qui ont grandi en Europe avec des parents venus d'ailleurs. Dans son cas, ses liens familiaux, ça lui ouvre concrètement 3 portes pour sa carrière internationale. La France, où il est né, où il est formé, le Sénégal par son père et le Maroc par sa mère. C'est une richesse, c'est sûr, mais ça peut être aussi une source de complexité. Comment ça? Une complexité? Tu veux dire au-delà du choix sportif? Oui, oui, parce que ces racines, c'est pas juste une ligne sur un passeport, quoi. Ça façonne une identité, un vécu. Pour un jeune joueur qui est en pleine construction, naviguer entre ces différentes appartenances culturelles, tout en gérant une carrière qui démarre au plus haut niveau, c'est un vrai défi. Identitaire autant que sportif, je dirais. D'accord. Et les fédérations, elles le savent très bien. Elles jouent aussi sur cette corde sensible, l'attachement aux origines. C'est vraiment un élément clé pour comprendre les décisions futures de joueurs comme lui. C'est un point important, effectivement. Revenons un peu sur son parcours au PSG. C'est assez stupéfiant, la vitesse. Avant d'arriver au centre de formation parisien en 2018, il était passé par l'ES Guyancourt, puis le FC Versailles. Oui, un parcours classique en région parisienne au début. Et une fois au PSG, là, l'ascension est fulgurante. Il passe les U17, les U19, il intègre même l'équipe réserve, les U23. Et hop, le voilà qui frappe déjà à la porte de l'équipe première pour la saison 2024-2025. C'est très rapide. Extrêmement rapide. Et le point culminant, enfin pour l'instant, c'est cette signature du premier contrat pro en janvier 2025. 3 ans plus une année en option. À 16, 17 ans, au PSG. C'est un message fort du club. Ah oui, clairement. D'ailleurs, son entraîneur, Luis Enrique, n'a pas été avare de compliments. Il a souligné sa maturité malgré son âge et, ce qui est intéressant, son excellente attitude défensive. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, au-delà du compliment? Alors ça nous dit énormément de choses. Vraiment. D'abord, intégrer le groupe pro et signer un contrat de cette durée au PSG version QSI, où l'exigence est maximale, la concurrence féroce, même à l'entraînement. C'est une validation incroyable de son potentiel. Le club dit « on croit en toi, on investit sur toi ». Ensuite, la mention spécifique de Luis Enrique sur l'attitude défensive. Ça, c'est crucial. Pourquoi spécifiquement cet aspect défensif? On s'attendrait peut-être plus à des éloges sur ses qualités offensives pour un ailier? Précisément. Et c'est ça qui est intéressant. Louer l'attitude défensive d'un jeune ailier connu pour sa vitesse et ses dribbles, ça veut dire qu'on souligne une compréhension tactique, une discipline qui va au-delà du talent brut. D'accord. Ça suggère qu'il est prêt à s'intégrer dans un collectif, à faire les efforts, les tâches ingrates. Ce qui est souvent un point faible chez les jeunes joueurs offensifs très, très doués. Je vois. C'est un signe de maturité footballistique vraiment précoce. Et ça explique sans doute pourquoi un coach comme Enrique, qui est très axé sur le jeu collectif, l'intensité, pourquoi il lui fait confiance si tôt. Mais attention, il faut aussi mesurer ce que ça implique comme pression. Oui, j'imagine. Être adoubé si jeune, dans un club qui vise la Ligue des Champions chaque année. Être comparé même implicitement aux stars mondiales qui jouent au même poste. C'est énorme, psychologiquement. C'est sûr. Gérer ses attentes,
continuer à progresser et faire face à la concurrence interne qui est juste démentielle au PSG. C'est peut-être ça son plus grand défi à court terme. On a vu tellement de grands espoirs parisiens avoir du mal à confirmer sur la durée. C'est vrai. Justement, parlons de ses qualités sur le terrain. Les observateurs s'accordent sur sa vitesse explosive, capacité à faire des différences en 1 contre 1, percussion, dribble. Oui, le package classique de l'allié moderne. Sa polyvalence aussi, pouvoir jouer à droite comme à gauche. C'est un plus. Et le fait qu'il ait déjà eu des titularisations en Ligue 1 si jeune, c'est pas juste anecdotique. Ça montre qu'on le juge déjà prêt pour l'impact physique, tactique du haut niveau. À ce que recherchent les grands clubs pour un ailier aujourd'hui. La vitesse pure, la capacité à éliminer l'adversaire direct, à créer le déséquilibre, c'est très recherché. Sa capacité à répéter les efforts à haute intensité aussi, c'est clé dans le foot moderne. Et la polyvalence droite-gauche, ça double les options pour l'entraîneur et ça augmente ses chances de jouer. Mais est-ce que ces qualités brutes, ça suffit pour percer dans un club comme le PSG, où il y a des joueurs de classe mondiale à ces postes? Et c'est là qu'intervient justement la nuance apportée par Luis Enrique. Le talent brut, la vitesse, le dribble, ça c'est la base. C'est nécessaire, mais pas suffisant. D'accord. Ce qui fait la différence au très très haut niveau, c'est l'intelligence de jeu. Savoir quand dribbler, quand passer, quand centrer, comment se placer sans ballon. Et oui, comment participer à l'effort défensif. Cette attitude défensive excellente, notée par le coach, ça suggère qu'il a déjà compris et intégré cette dimension collective et tactique. Et c'est cette combinaison talent individuel explosif et maturité tactique déjà présente qui le rend si intéressant, qui justifie l'investissement du PSG. C'est pas juste un joueur qui va vite, quoi. Il y a une tête bien faite aussi. Et c'est justement cette combinaison qui nous amène naturellement au cœur du sujet, ou en tout cas à la question qui agite pas mal d'Ilis. Quelle sélection nationale va-t-il choisir? Pour l'instant, il joue avec les équipes de jeunes de la France, U16, U17. Oui, la filière classique. Mais comme on l'a dit, son héritage familial le rend sélectionnable par le Sénégal et par le Maroc. Et les échos qu'on entend, ça suggère que ces deux fédérations sont loin d'être inactives, elles le suivent de très près. Ah bah oui, on est en plein dans le dilemme classique du joueur binational, ou ici, trinational même. C'est devenu un enjeu majeur dans le recrutement des sélections, surtout entre l'Europe et l'Afrique. Et chaque option a ses arguments, j'imagine. Exactement. La France, bon, c'est la puissance établie, championne du monde, des infrastructures top niveau. C'est le pays où il a grandi, où il est formé au plus haut niveau. Choisir la France, c'est viser le sommet mondial. Mais avec une concurrence absolument démentielle. À tous les postes et particulièrement devant. Et alors, quelle serait l'attractivité du Sénégal ou du Maroc dans ce contexte? Pour le Sénégal ou le Maroc, l'argument principal, souvent, c'est la possibilité d'arriver plus vite en équipe A et d'y jouer un rôle important, peut-être même central à terme. D'accord. Ce sont deux grandes nations du foot africain, avec de belles ambitions, un public incroyable. Pour un joueur, l'idée d'être un peu le porte-drapeau de la sélection de ses parents, de se connecter à cette part de son héritage, ça peut être très fort. Personnellement, émotionnellement, ça dépasse le simple calcul sportif. Je comprends. Et puis, il y a la question du timing. Quand faire ce choix? Si tu le fais trop tôt, tu peux regretter si ta carrière explose et que finalement tu aurais pu viser l'équipe de France. Si tu attends trop tard, tu risques de voir les portes se fermer dans les sélections qui t'intéressaient. C'est une équation super complexe. Ambition sportive, projet de jeu des sélections, temps de jeu potentiel, lien affectif. Et parfois aussi, il faut le dire, l'influence de l'entourage, des agents. Oui, l'entourage, c'est un facteur souvent mentionné dans ces situations. Explorons un peu les opportunités et les défis concrets. Pour le Sénégal, par exemple, attirer un talent comme Mbaye, ce serait une opportunité énorme, non? Ah oui, absolument. Une opportunité formidable. Intégrer un joueur offensif de ce calibre, formé dans une des meilleures académies du monde, ça renforcerait considérablement leur attaque pour les 10 prochaines années, potentiellement. Bien sûr. Et puis, symboliquement, ce serait très fort. Un message envoyé à tous les jeunes talents de la diaspora sénégalaise. Regardez, la porte des Lions de la Teranga, elle vous est grande ouverte si vous avez le niveau et l'envie. Et pour Mbaye, lui-même, les pour et les contre de chaque option si on met de côté l'affectif un instant. Alors, choisir le Sénégal ou le Maroc, ça pourrait lui offrir un chemin, disons, plus dégagé vers le foot international senior. La concurrence existe, bien sûr, mais elle est sans doute moins intense qu'en équipe de France A. Oui. Il pouvait devenir un joueur clé plus rapidement. Et continuer à se développer au PSG lui assure une formation et une visibilité de premier plan, peu importe son choix. Mais les défis? Ils sont immenses. D'abord, il doit confirmer au PSG. C'est la base. Gagner du temps de jeu régulier dans cette équipe de stars, c'est déjà un exploit en soi. C'est clair.
Ensuite, gérer la pression médiatique et populaire qui va forcément grandir, surtout autour de ce choix de sélection. Et enfin, faire ce choix lui-même. C'est une décision lourde, qui engage une bonne partie de sa carrière internationale. C'est beaucoup pour des épaules aussi jeunes. Certainement. Et si on prend un peu d'auteur, l'enjeu pour des fédérations comme le Sénégal ou le Maroc, il est hautement stratégique. Dans ce foot mondialisé, réussir à attirer ces talents binationaux formés en Europe, c'est devenu une nécessité pour être compétitif. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas juste des bons joueurs. Ce sont des joueurs qui ont bénéficié d'infrastructures, de méthodes d'entraînement, d'une culture tactique de pointe depuis tout petit. Les sources qu'on a consultées, elles évoquent le rôle attendu du sélectionneur sénégalais, Pape Thiaw. Il doit faire son travail, dit-on, pour convaincre le joueur. Cette formule, elle montre bien qu'il y a une démarche active, presque de recrutement, de la part des fédérations. Oui, une démarche de séduction. Exactement. Il ne s'agit plus d'attendre passivement. Il faut aller les chercher, leur présenter un projet sportif, humain, qui tienne la route, qui puisse rivaliser avec l'attrait des grandes nations européennes. Mais attention, attirer c'est une chose. Réussir l'intégration dans un contexte culturel et footballistique parfois différent, c'en est une autre. On imagine que le projet présenté doit être vraiment solide. Et pour le joueur, comment il gère cette double temporalité? S'imposer en club d'abord, puis choisir sa sélection? Ou est-ce que l'inverse peut aider? C'est tout le dilemme. Il n'y a pas de réponse unique. Certains pensent qu'il faut d'abord sécuriser sa place en club, prouver sa valeur, avant de penser à la sélection. Logique. D'autres disent qu'un choix international précoce peut donner un statut, une visibilité, peut-être une motivation en plus. D'accord. Pour Mbaye au PSG, la priorité absolue, c'est sans doute de gagner du temps de jeu, de montrer au quotidien qu'il a le niveau. Son choix international sera sûrement très influencé par sa trajectoire en club dans les 2-3 ans qui viennent. Il n'y a pas de formule magique. Vraiment, chaque cas est différent. Imaginons le scénario Iran, Ibrahim Mbaye choisit le Sénégal. Concrètement, quel impact ça aurait pour les Lions de la Teranga, au-delà d'ajouter un nom talentueux sur la feuille de match? L'impact immédiat, ce serait bien sûr un renforcement qualitatif de l'attaque. C'est indéniable. Un joueur qui peut éliminer, marquer, créer sur une aile, c'est toujours précieux. Oui. Mais l'impact irait bien plus loin. Comme on disait, le signal envoyé à la diaspora serait extrêmement positif. Voir un jeune du PSG opter pour le Sénégal, ça peut en motiver d'autres à suivre. Ça renforce l'attractivité de la sélection. C'est une façon de construire l'avenir en misant sur cette double richesse, formation européenne et identité sénégalaise. Une dynamique positive, en somme. Exactement. Il faut voir ça comme une dynamique potentielle. L'arrivée d'un joueur de ce profil, ça peut tirer tout le groupe vers le haut, élever le niveau d'exigence à l'entraînement, apporter de nouvelles idées tactiques. C'est aussi une question d'image, de statut pour la sélection. Intégrer régulièrement des joueurs qui viennent des plus grands clubs européens, ça renforce la crédibilité, la compétitivité du Sénégal sur la scène internationale. Ce n'est pas juste un joueur de plus, c'est potentiellement un catalyseur. L'impact symbolique aussi. Très fort. Dans un contexte où la bataille pour les binationaux est de plus en plus intense, réussir à attirer un grand espoir du PSG, ce serait une victoire significative pour la fédération sénégalaise. Ça montrerait sa capacité à proposer un projet séduisant face à la concurrence, y compris celle de la France. Ça peut créer un cercle vertueux, rendre la sélection encore plus désirable pour les futures pépites binationales. Bien sûr. Alors, si on essaie de résumer un peu tout ça, Ibrahim Mbaye, il incarne vraiment cette nouvelle vague de jeunes talents exceptionnels, façonnés par les meilleurs systèmes de formation européens, ici le PSG. Mais il est aussi à la croisée des chemins, avec plusieurs cultures, face à un choix d'avenir international qui est complexe. Ça mêle le sport, l'identité, la stratégie de carrière. Une trajectoire vraiment fascinante à suivre. Tout à fait. Et la question de fond que son cas soulève, comme celui de tant d'autres, elle dépasse sa situation personnelle. Elle nous interroge sur l'évolution même du football mondial. Comment les institutions, les clubs formateurs en Europe, les fédérations nationales, notamment africaines, les instances internationales, comment vont-elles s'adapter? Comment vont-elles interagir face à cette réalité de plus en plus présente de talents aux identités plurielles, aux parcours transnationaux? C'est une vraie question? Oui. Il ne s'agit plus seulement de savoir quelle nation un joueur choisira. Il s'agit de comprendre comment le système du foot dans son ensemble peut intégrer et valoriser au mieux cette complexité, pour le bénéfice du joueur, mais aussi du jeu lui-même. C'est peut-être là un des grands chantiers à venir pour la gouvernance du football.